Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News, épisode 50, 5-0, oui comme Hawaï. Bonjour Adrien, comment ça va? Bonjour Thomas, c'est un plaisir. Je parle comme un journaliste. Et bah ça va très bien. Ici en direct du 50e anniversaire de Pop News. On est me dit très dans heureux. l'oreillette que nous avons une longévité plus longue désormais que Michel Drucker, oui. Oui, je vous entends. Oui, exactement. Voilà, comme Michel Drucker sur son canapé rouge. On n'a pas de chien. Voilà, il faudra peut-être qu'on investisse. Oui, mais tout on a va des bien. chats. On a des chats. Est-ce que c'est pas mieux? Team chat, team chien, dites-le en commentaire. On veut les commentaires là-dessus, ouais. On veut les commentaires, c'est très important. Vous êtes là pour ça. On sait que vous êtes là pour ça. Voilà, c'est quand même un podcast canin et félin. À part ça, non, ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Il fait beau. Putain, le soleil est revenu. Le soleil est de retour. J'espère pour tout le monde en France. Mais normalement, je crois, oui. Qu'est-ce que vous aviez fait du soleil en fait? Il était dans l'émission, en fait. Voilà, simplement. C'était juste toi, en fait. C'est tout. Voilà, tu vas dire quoi? T'as pas Qu'est-ce mieux. que c'est que cette émission que Pop News? Oui, parce que ça commence bizarrement quand même pour ce 50e Pour anniversaire. ceux qui ne connaissent pas, oui. Oui, alors, Pop News. Si jamais c'est votre premier épisode, bienvenue, installez-vous. N'oubliez pas les petits commentaires, la petite cloche, l'abonnement, bien entendu. Pop News, c'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. On fait ça avec un conducteur huilé, mais magnifique. Bah, c'est Ryan Gosling dans Drive, en fait. Le Clairement. conducteur. Tu Ah, l'as, non, mais conducteur c'est magnifique. Drive, Conducteur, allez hop. Je l'ai, voilà, allez, bisous, au revoir. Hop, Allez, à la semaine prochaine. Je te laisse faire la suite. Le conducteur, les news, les brèves, le point box-office d'Adrien, la grosse discussion de la semaine autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que bientôt ce sera nous les créateurs de nos propres émissions de télé, de nos propres séries? On en discutera tout à l'heure. Le radar des sorties ainsi que des recos de fin d'émission. Et puis après, ouais, ciao et à la semaine prochaine quand même. Oui, On en a à peu près pour 1 heure, si on digresse pas trop, bien sûr. Et puis voilà, je crois qu'on a tout dit. On remercie évidemment tous les gens qui nous suivent sur nos différents réseaux sociaux, les gens qui nous soutiennent également sur notre page Ko-fi. Si vous voulez les rejoindre, vous aurez l'occasion de participer à l'émission. Il y a des questions textuelles, vidéo ou même audio, si vous avez envie, évidemment, c'est sur notre page Ko-fi que ça se passe, et puis rejoignez le Discord, une communauté rapprochée, très active en ce moment, donc n'hésitez pas à le faire. Je pense que j'ai tout dit, mon cher. Nickel. Donc allons-y, bien entendu, pendant que en ce moment même sur Twitch, oui, puisque nous sommes sur Twitch tous les lundis à 20h30, ainsi que sur YouTube et sur TikTok, la communauté est en train de se déchirer, bien sûr, hein, sur la question de chat ou chien, team chat ou team chien. Voilà. Bon. C'est l'heure des news, Adrien. Exactement. Tu veux que je commence? Oui, puisque je crois que c'est toi qui commence dans le conducteur, n'est-ce pas? Oui, avec le casting d'Akuto 3. Exactement, à couteau tiré 3, qui porte le titre de Wake Up Dead Man, qui n'a pas de titre français, mais il n'y en a jamais eu, il y en a jamais eu, je crois, pour les autres, parce que c'était Glass Onion dans le 2, et le premier c'était juste à couteau tiré. Exactement. Donc voilà, pour le sous-titre, c'est ça. Pour le casting, et c'est vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui, on a eu énormément de news, et comme ça avait été le cas pour les précédents, c'est au compte-gouttes qu'on a des annonces de casting. On a évidemment Daniel Craig qui est confirmé dans le rôle de Benoît Blanc, mais ça on le savait déjà. Ryan Johnson aussi qui revient derrière la caméra pour réaliser cette troisième enquête. Bien entendu. Passe caméra, on a pléthore d'acteurs qui débarquent. On a Josh O'Connor qu'on a vu récemment dans Challengers, on a Kaylee Spaney qui jouait dans Priscilla, Andrew Scott qui jouait dans Fleabag, Kerry Washington qui était dans Django Unchained, Glenn Close qu'on ne présente plus, Mila Kunis qu'on ne présente plus non plus, et Jeremy Renner qui évidemment était Hawkeye dans Avengers. Et on a appris juste avant l'émission que Josh Brolin sera aussi de la partie. Josh Brolin qu'on a vu très récemment dans Dune et Dune 2. Au-delà de ça, on aura peut-être aussi un retour probable de Hugh Grant qui était un caméo dans Glass Onion, un caméo quand même très important pour Benoît Blanc, et sûrement, c'est même quasiment sûr à 100%, Noah Segan qui est un grand pote de Ryan Johnson et qui apparaît toujours dans les films de Ryan Johnson. Dans le premier, c'était un enquêteur, et dans Glass Onion, c'était un stoner qui fumait des joints, notamment un avec Benoît Blanc, je crois, dans le deuxième. Donc voilà, pour le casting du film. Au niveau de la sortie, pour l'instant, on n'a pas de date précise, mais on sait que c'est en 2025 sur Netflix que ça sortira. Et côté intrigue, on n'a rien de spécial
sur l'intrigue, mais on sait que la production va démarrer le mois prochain, Oui. donc on aura sûrement des infos d'ici là. Ouais, donc probablement une sortie soit à l'été ou la rentrée 2025, soit s'ils veulent que ce soit le film événement de Noël, ça pourrait être à ce moment-là pour eux. C'était le cas l'année dernière, je crois que c'était un film plus ou moins sorti à Noël, si je me trompe pas, pour Glass Onion, hein, oui. c'est ça? Oui, je me souviens, ouais. Ouais. C'était pas le film de Noël, mais non, mais ça faisait partie de leur catalogue de Noël à l'époque, donc c'est pas impossible que le Wake Up Dead Man soit également sur ce fuseau horaire. Exactement. Je te donne le bâton de la parole. Oui, sur le fuseau horaire du 11 juin 2024, on vous en a déjà parlé, c'est l'officialisation de l'arrivée d'une nouvelle plateforme de streaming en France, Max, et pas n'importe laquelle, puisque c'est la plateforme de Warner Bros. Discovery, et donc la future diffuseuse de House of Dragon, saison 2, qui pour rappel débarque en France le 17 juin. On voulait faire un petit point avec vous sur le catalogue autre de tout ça. Donc pour rappel, on a des tarifs allant de 5,99€ avec des pubs jusqu'à 13,99€ pour 4 flux simultanés et de la 4K. Et une offre entre deux à 9,99€ sans pub, mais 2 flux simultanés. Et donc en termes de catalogue, on a évidemment les grands classiques, hein, les séries HBO avec Game of Thrones, The Last of Us, Succession, The White Lotus, Euphoria, True Detective, The Regime, House of Dragon du coup pour lancer ça en France, et bientôt la série spin-off du Batman de Matt Reeves, Le Pingouin, Welcome to Derry qui est un spin-off de ça autour du personnage de Pennywise, Dune Prophétie qui est donc un spin-off de Dune 10 000 ans avant la saga de Paul Atreides, et puis évidemment, encore à une date inconnue, la série Harry Potter dont on vous avait déjà parlé l'an dernier. Ça c'est pour les séries. On a aussi les séries on va dire de flux et de catalogue Warner Bros Télé avec Friends, The Big Bang Theory, Mentalist, donc voilà qui devrait plaire aux gens qui aiment les séries policières et les séries comiques et les sitcoms, voilà. On a aussi, en termes de films, alors bon, je vais pas tous les citer, hein, mais quelques-uns quand même, Casablanca, 2001, l'Odyssée de l'espace, Blade Runner, Matrix, Star is Born, Gravity, Mad Max Fury Road, toute la saga Harry Potter, tous les Batman, Joker et Aquaman, et, chose intéressante, il y aura aussi des créations françaises originales à Max, puisque ça fait partie des obligations en fait mises en place pour d'un point de vue chronologie des médias et d'un point de vue on va dire participation de ces plateformes à l'économie du cinéma français, et donc on en a un certain nombre qui sont déjà annoncés. La première s'appelle Une amie dévouée et sera diffusée à l'automne 2024 avec Laure Calamy qui joue une fausse victime de l'attentat du Bataclan. C'est une mini-série en 4 épisodes réalisée par Juste Philippot, à qui l'on doit Acide et La Nuée. C'est Juste Philippot son nom ? Ouais. Ok. C'est Juste Philippot, ouais. Désolé. On l'embrasse bien sûr s'il nous écoute. Ensuite, on a Merteuil, une adaptation des Liaisons dangereuses sur les jeunes années de la Conseil de Merteuil. 6 épisodes avec Diane Kruger, entre autres. Il y a une série qui s'appelle Vivre avec nos morts, qui est prévue pour 2025. C'est une mini-série en 8 épisodes sur une des rares femmes rabbins en France, avec Eric Elbosnino, Manu Payet et Noémie Lvovsky. Malditos, qui est une mini-série en 7 épisodes, pareil prévu pour 2025, où on suit une chef d'une communauté gitane menacée d'expulsion. Et enfin, mini-série documentaire très inspirée de ce qui se fait par ailleurs sur Netflix, qui s'appelle Maintenant ou jamais FC Montfermeil, oui, une mini-série en 5 épisodes qui suit de jeunes footballeurs qui rêvent de gloire pendant toute leur saison. Voilà, donc on sait un petit peu de quoi c'est inspiré. Voilà pour les productions françaises de Max, et on rappelle du coup que ça sort le 11 juin en France, entre 6 € et 14 € par mois. Et si vous voulez savoir où est-ce que ça sort aussi chez les fournisseurs, on en a parlé il y a 3 semaines déjà, pour savoir si vous y aurez droit gratuitement sur Canal+, si c'est pareil, si le Pass Warner devient Max, etc. Toutes les infos sont dans cet épisode-là, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Carrément. Non, bah, énorme catalogue. Hein. Ouais, énorme oui, bah, en même temps, Warner, voilà. Bien sûr.
Mais le vrai truc, alors, tu as cité énormément de titres. Ouais. Est-ce que tu as mis le focus, mais je crois pas, sur Friends? Oui. Qui J'en ai parlé vite fait, mais Friends, c'est énorme. Mais surtout le fait que ça quitte Netflix, je pense que ça va permettre à Max de récupérer pas mal de monde quand même. Alors, c'est pas faux. Je suis curieux de voir s'il y a vraiment une transhumance de la part, enfin, depuis Netflix jusqu'à Max, juste à cause de ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque où Netflix a perdu Friends et a dû le récupérer à prix d'or, ça a été compliqué. Donc on en avait beaucoup parlé. Donc si ça se trouve, ça va refaire la même chose. Mais t'as quand même une plateforme qui te propose Friends et Harry Potter. Je pense que c'est énorme. Ah oui, mais c'est clair. Après, moi, ma grande question, c'est à quel point le catalogue, on va dire, d'œuvres pérennes, entre guillemets, est important pour une plateforme de streaming. Dans quel sens? Dans le sens où, est-ce que c'est les nouveautés qui permettent de perpétuer l'abonnement, ou est-ce que ce sont les... C'est un bon sujet, oui, je vois, ok. Les grands... C'est un mix des deux, je pense. Je pense que c'est un mix des deux, mais effectivement, ça pourrait être un sujet. Mais là, le produit d'appel, parfois peut être de la nouveauté, mais je pense que des fois, tu te dis, ok, c'est génial, j'ai tout HBO, j'ai tout Warner, j'ai tout Harry Potter, tu vois. Ça marche aussi, hein. Des gros titres, moi, ça peut me vendre... Et tu vois, à l'époque, on... sur Disney+, mais justement, on disait ça de Disney+, et finalement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi à terme, mais au début, c'était un bon... bien sûr. Un bon appel du pied, quand même. Clairement. Donc voilà pour Max, le 11 juin en France. Parlons un petit peu de la licence Sherlock Holmes. Ouais, alors en deux news. La première, c'est sur Young Sherlock Holmes, qui, d'après Variety, le magazine américain Variety, annonce que Amazon a officiellement commandé ce qui sera une adaptation des romans Young Sherlock Holmes Dandy Lane. Donc, comme son nom l'indique, en fait, il s'agit d'une histoire centrée sur les jeunes années de Sherlock Holmes. C'est une sorte d'origin story, mais qui ne sera pas portée à l'écran par Robert Downey Jr., évidemment, mais par un acteur bien plus jeune qui n'est autre que Hero Fiennes Tiffin, qui n'est autre que le neveu de Ralph Fiennes et Joseph Fiennes. Évidemment, les deux sont très très connus. Il a 26 ans, il a été révélé dans la saga After de Prime Video et il a joué dans The Ministry of Ungentle Manly Warfare. Au secours. Désolé, ouais, c'est dur. Avec Henry Cavill, qui est aussi sorti sur Prime Video, pas en France dans mes souvenirs. Donc cette série Young Sherlock Holmes sera une série d'action sur l'origine du détective bien aimé de Sir Arthur Conan Doyle, comme le dit le synopsis, dans une réimagination explosive de ce personnage emblématique. À 19 ans, Sherlock Holmes est en disgrâce, brut, sans filtre et sans formation, lorsqu'il se retrouve mêlé à un meurtre mystérieux à l'université d'Oxford qui menace sa liberté. Plongeant dans la toute première affaire avec un manque total de discipline, Sherlock parvient à démêler une conspiration de globetrotters qui changera sa vie pour toujours. Donc voilà, plutôt classique dans l'idée, mais ça peut être assez cool. Mais c'est surtout le fait que c'est Guy Ritchie qui sera derrière la caméra, au moins au début. Donc ça peut être sympa. On ne sait pas s'il y aura des liens entre Young Sherlock Holmes, la série, et les films avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Mais voilà ce que dit le réalisateur Guy Ritchie sur cette série. Dans Young Sherlock, nous allons voir une nouvelle version exaltante du détective que tout le monde pense connaître d'une manière qu'ils n'ont jamais imaginée auparavant. Ouais, bon, voilà. Nous allons découvrir ce personnage énigmatique, découvrir ce qui le motive et apprendre comment il devient le génie que nous aimons tous. Pour l'instant, il n'y a aucune date de diffusion pour Young Sherlock, mais comme je l'ai dit, ce sera sur Prime Video. On imagine que le tournage va démarrer dans pas si longtemps que ça, et on peut peut-être s'attendre à la série sur Prime en 2026, parce que 2025, ça me paraît un peu... oui, ça paraît un peu rapide. Short, ouais. Voilà pour donc Young Sherlock Holmes. Et la deuxième news liée à Sherlock Holmes, c'est sur Sherlock Holmes 3 de Guy Ritchie, puisque lors d'une récente interview avec le site américain Screen Rant pour la prochaine saison de Sweet Tooth, qui est la série de Netflix, Suzanne Donny, qui n'est autre que la femme de Robert Downey Jr., a été interrogée sur l'avancement du troisième film Sherlock Holmes à la suite de l'annonce justement de la série Young Sherlock. Si la productrice en fait n'a pas reconnu qu'il y avait de grosses mises à jour et d'avancées concrètes pour le troisième opus avec Robert Downey Jr. et Jude Law, elle assure que le projet est toujours très vivant dans nos cœurs et qu'ils essaient de trouver la bonne approche pour le troisième opus. Voilà ce qu'elle dit.
Je veux dire, regardez, il n'y a pas de mise à jour, si ce n'est qu'il est toujours très vivant dans nos cœurs. Chaque jour, on se demande quelle est la meilleure version qu'on peut faire pour ce 3e opus. Parce qu'à chaque fois que je vois Robert et Jude ensemble, ce qui heureusement arrive plusieurs fois par an, on se dit, est-ce qu'on peut faire en sorte que ces gars-là soient de nouveau ensemble à l'écran? Il doit y avoir une raison vraiment solide, il faut que ce soit une grande histoire, mais nous avons quelques idées en préparation. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien de concret pour Sherlock Holmes 3, mais avec la série qui débarquera prochainement, entre guillemets, sur Prime Video, Guy Ritchie toujours à la barre de cette franchise, Downey Jr. qui est un peu libéré de ses engagements avec Marvel, il y a moyen qu'on ait le droit à un Sherlock Holmes 3, qui est une franchise vachement appréciée en fait. Grave. Qui est aussi pas sous-cotée, mais moins citée que d'autres, mais qui est 2 épisodes qui sont en général très bien aimés du public. Ouais, c'est ce que j'étais en train de demander au chat là sur Twitch. Les gens aiment beaucoup en fait le Sherlock de Robert Downey Jr. Et c'est vrai que j'ai toujours été étonné qu'il soit arrêté à 2. Oui, alors j'ai pas les chiffres en tête, peut-être que ça vient d'un box-office mitigé sur le 2e, mais faudrait que je revérifie. Mais c'est vrai que c'est étonnant, oui, ils auraient pu faire une trilogie et ça a souvent été évoqué parce que le 2e date un peu maintenant. Oui, complètement. Ouais. Voilà pour les 2 news Sherlock Holmes. Je termine cette section news avec une série télé qui est en développement autour de la licence 300. 300, c'est un film de 2006 de Zack Snyder qui est adapté d'un comics de George Miller de mémoire. Tout à fait. Qui avait fait un petit peu, enfin qui avait fait son blé d'ailleurs à l'époque au box-office et qui avait eu droit à un 2e film, lui aussi adapté d'un comics, et a priori une série préquelle serait en début de développement à l'heure actuelle chez Warner Bros Television, et en plus de ça, ce cher Zack Snyder serait en négociation pour réaliser et servir de producteur délégué sur la série. Alors pour rappel, il avait évidemment réalisé et coécrit 300 en 2006. Je crois pas qu'il était dans la boucle du 2e, mais en tout cas, voilà, l'équipe créative de l'époque serait déjà en négociation pour cette série préquelle. Alors, série préquelle autour de qui? On imagine bien que ce sera Léonidas, je suppose. Jeune Léonidas peut-être. Ouais. Ce serait pas inimaginable. Qui a-t-il à raconter cependant? On verra. Si, parce qu'il y a tout son entraînement. Ça Bien peut être sûr. un peu genre comment il est devenu le roi. Ça peut être, pourquoi pas. Je pense que ça fera plaisir en tout cas aux Snyderos fervents. Mais Ils sont nombreux. Ben oui, ils sont nombreux bien sûr, et pourquoi pas, c'est un projet pourquoi pas assez intéressant. On verra évidemment si c'est commandé ou pas, et chez qui ça va être diffusé. Si c'est de la Warner Bros Television pour Max, ou si c'est pour être vendu à quelqu'un d'autre. Je suis moyen chaud. Moi, il faut savoir ça que 300 ça a été pendant longtemps un plaisir coupable pour moi. Donc je l'ai vu de nombreuses fois. Et tu l'as revu récemment? Je l'ai revu récemment. Non, pas récemment. Il a pris un petit coup dans l'aile. Oui, mais ça ne me surprend pas. Mais à l'époque, c'était incroyable, on va pas se mentir. Bon. Voilà, est-ce que on va pointer du doigt ce projet spécifiquement pour son manque d'originalité? Pas que celui-là, mais non, en tout cas, bon, ouais. C'est vrai. Ça se rajoute à tout clairement. Ce manque de créativité qu'on a. Ça manque un peu d'idées, c'est certain. Je te redonne le bâton de la parole. Oui, je garde le bâton de la parole, tiens. Je vais vous faire un petit peu les brèves de la semaine. On a parlé la semaine dernière, Pixar va se séparer de 14% de ses effectifs, et dans le même temps, chez Bloomberg, Jim Morris, du coup le président de Pixar, s'est exprimé sur comment ils vont redresser un petit peu la barre du studio d'animation, notamment autour de suites. Il va produire plus de suites. Alors l'idée c'est de produire, dit-il, 3 films en 2 ans au total, enfin tous les 2 ans au total, sachant qu'on était plutôt à 1 par an, et que l'idée c'est d'alterner entre les suites et les films originaux. Et donc a priori, donc ils n'ont pas spécialement dit lesquels vont avoir des suites, et il les a pas encore annoncés, mais les premiers, on va dire, candidats à avoir une nouvelle suite, ce serait Le Monde de Nemo, du coup, qui aurait un 3e épisode, et Les Indestructibles, qui aurait lui aussi un 3e épisode. Bon, voilà, encore une fois, il y a de l'idée,
chez Pixar et chez Disney. Toujours chez Pixar, on a une information qui nous vient de Bloomberg à nouveau, comme quoi Pixar serait en train en ce moment de travailler sur une série pour Disney+, autour de Vice Versa, et l'idée ce serait de plonger dans ce qu'on appelle la Dream Production, qui est donc l'endroit dans la tête de Riley qui lui crée ses rêves. Donc voilà. Je trouve ça génial. Moi je trouve que c'est une super idée. Ouais. C'est une super idée, à voir s'ils vont se débrouiller, parce que du coup, les films, les suites, les originaux, plus une série, commence à faire beaucoup pour une entreprise qui vient de se séparer de 14% de ses effectifs, mais bon, on va voir. Mike Flanagan, qui avait réalisé notamment Dr. Sleep, va signer pour Blumhouse un nouveau Exorciste, un nouveau film L'Exorciste, qui ne sera pas lié au précédent film Exorcist qui est sorti fin 2023, puisqu'il avait été plutôt boudé par le public en fin d'année dernière. Just Cause, le jeu vidéo d'action, va se doter d'un film, c'est désormais une certitude, puisque Universal avance sur cette adaptation, ça fait longtemps qu'on en parle, et c'est le réalisateur de Blue Beetle, Angel Manuel Soto, qui va s'occuper de cette adaptation. La série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir va adapter pour la première fois à l'écran le personnage de Tom Bombadil. C'est Vanity Fair qui a dévoilé cette information pour la première fois en exclusivité. Alors pourquoi c'est rigolo? Parce que Tom Bombadil c'est quand même un personnage très inadaptable du Seigneur des Anneaux, et d'ailleurs les précédentes adaptations avaient choisi de ne pas le porter à l'écran. Donc est-ce que c'est hyper casse-gueule? Oui, sans doute. Pourquoi vont-ils le faire? On ne sait pas, mais on verra ça à partir du 29 août sur Prime Video. Le studio Ghibli, et particulièrement Hayao Miyazaki, est en train de travailler sur potentiellement son prochain film, puisque Le Garçon et le Héros ne sera pas son dernier, a-t-on appris. Et Goro Miyazaki, lors d'une présentation d'une exposition à Tokyo, a expliqué que son père travaille en ce moment, alors surtout sur des espèces de dioramas, potentiellement pour son prochain film, même s'il ne le précise pas. Il dit que ça a l'air très nostalgique et très de l'ancien temps, et un petit peu dans l'idée d'un film d'action-aventure, mais il ne précise pas que ce sera vraiment pour ce prochain film. Bon, une fausse information, on ne sait pas. En tout cas, le mystère. Du côté du jeu vidéo, on a Call of Duty Black Ops 6 qui a été annoncé pour arriver Day One dans le Xbox Game Pass. On n'a pas encore sa date de sortie, mais ça sera cet automne, et présentation prévue le 9 juin lors du Summer Game Fest. Du côté de Lego, on a annoncé toujours du côté du jeu vidéo un premier set de Lego adaptant l'arbre mojo de Legend of Zelda. Cette bagatelle de 2500 pièces à assembler sort le 1er septembre et nous coûtera 300 €. Voilà. Oui, bon. C'est bien. Quand on est fan. Ouais, non, mais voilà, on voulait vous le dire, bien entendu. Mais tu sais que moi je serais prêt à craquer pour ça. Oh, il est beau quand même. Non mais moi j'ai vu celui de Barad-dûr, du coup la tour de Sauron dans le Seigneur des Anneaux qui coûte 450 €. Autant te dire que bon bah oui, je serais prêt à craquer, mais non. Oui, non mais 300 balles. 300 voilà. J'avoue c'est 300 balles. Calmons-nous quand même. Mon anniversaire c'est dans... Non, c'est pas tout de suite. Ouais. Il y a Noël entre temps. Oui, il y a Noël. Information autour de House of Dragon. Le premier épisode sortira donc le 17 juin en France, et ce premier épisode durera 64 minutes, donc 1h04. Premier de 8 épisodes du coup pour cette saison 2. Ouais. On a la suite, je sais pas si t'avais vu, on a aussi la durée du deuxième, et je crois, je vais sortir un chiffre faux, mais je crois qu'il fait au moins 73 minutes, un truc comme ça. Il est plus long que le premier, c'est sûr. Ouais. Oh my. Intéressant. Je ne vais pas vous dire cependant le titre de ce premier épisode. Est-ce qu'il spoil? Non? Oui. On vous voit aussi quelques premières images des coulisses du tournage de Return to Silent Hill, donc le nouveau film en fait dans l'univers du jeu vidéo. Casting de Jurassic World 4 autour potentiellement de Mahershala Ali, qui pourrait retrouver du coup
Scarlett Johansson dans cette suite. Il serait en négociation déjà assez avancée, donc ça pourrait être annoncé très prochainement. Voilà pour les brèves de la semaine, qui n'étaient pas si brèves que ça, mine de rien. Non, mais efficace comme toujours efficace, bien entendu. Écoute, c'est l'heure de ton pop box office, je crois. On est parti. Allez, sur le chapeau de roue. c'est Voilà, parce que vroom vroom, start your engine. On part avec Furiosa qui a cumulé 114,4 millions de dollars de recettes mondiales, dont 49,7 millions aux États-Unis et 2 millions pour ses débuts au Japon. Alors c'est pas beaucoup. En fait. Ah oui. Pas beaucoup du tout. Le film, alors si le film peut finir autour des 200 millions de dollars, son score en fait va dépendre de sa perf en Chine, où il sort ce week-end. Donc il faudra attendre un petit peu pour savoir où se dirige le film de George Miller, mais vraiment c'est un échec au box-office aux États-Unis. C'est vraiment en deçà des attentes. Dès le deuxième week-end, en fait, le film se casse la gueule. Il chute en fait à la 3e place du box-office, puisqu'il récolte que 10,7 millions de dollars sur 3 jours là le week-end dernier, et ça représente en fait une baisse de fréquentation de plus de 60% par rapport à la première semaine de diffusion. Donc c'est vraiment le film est quasiment mort là, on peut plus rien faire aux États-Unis. C'est très peu donc aux États-Unis, mais à l'international c'est pas beaucoup mieux non plus, puisque le box-office global est de 115 millions de dollars aujourd'hui là quand on enregistre ce podcast. En comparaison, Mad Max Fury Road avait lui cumulé 373 millions de dollars dans le monde en 2015. Furiosa c'est 115 millions de dollars. Donc on est à moins de 200 millions de dollars sur Furiosa. C'est vraiment une performance très très faible pour un blockbuster au budget avoisinant les 168 millions de dollars. Donc ça va être difficile pour Furiosa d'être rentable et d'être le succès que tout le monde attendait. En fait, tout le monde le voyait un petit peu comme le blockbuster qui allait lancer l'été et la grande saison des blockbusters aux États-Unis. En France, Furiosa a attiré 359 000 spectateurs en première semaine. En comparaison, Fury Road en 2015 avait attiré 905 000 personnes, quasiment le million en première semaine. Donc vraiment, c'est un four, on le disait, Furiosa total pour le film de George Miller. Moi, ça me rend extrêmement triste. Parce que toi, t'as pas vu le film, mais tous ceux qui ont vu le film, j'imagine dans le chat, voilà, même en podcast, etc., ont aimé ce film. Si on aime Fury Road, on aime Furiosa, et c'est vraiment un excellent film d'action qui, malheureusement, avec ce four, en fait, empêche George Miller de faire un potentiel Mad Max 6, et donc de conclure, entre guillemets, l'histoire de Max voilà, dans le western. Quoi. Mais on sait pas, on verra. Mais je pense pas qu'on lui filera un bifton pour continuer si le film se casse la gueule à ce moment-là. Donc, dommage. Très dommage. Voilà pour Furiosa. Je poursuis avec La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, qui à l'international cumule 337 millions de dollars de recettes, donc ce qui est vraiment pas mal, et 140 millions de dollars aux États-Unis. Donc il devrait à peu près finir autour des 400 millions de dollars, mais malgré ces excellents chiffres, entre guillemets, ce sera quand même le moins performant de la franchise comparé à Les Origines, qui lui avait fait 480 millions, L'Affrontement, qui avait fait 710 millions, et Suprématie, qui avait fait 490 millions. Donc on voit que Le Royaume, quand même, c'est l'un des moins vus, en tout cas appréciés pour l'instant de la franchise. En France, il a quand même dépassé les 2 millions d'entrées au terme de son 4e week-end, donc ça l'amène à 2 60 000 entrées pour le territoire français, et il se dirige vers un score final de 2,4 millions d'entrées en France, ce qui est pas mal. Voilà pour le film de singe. Et je termine avec un petit truc en plus, c'est lui en France, évidemment, qui attire les foules, puisque c'est assez exceptionnel. Un petit truc en plus, ça a déjà dépassé les 5,5 millions d'entrées dès le début de son 5e week-end d'exploitation en France. Il a fait la semaine dernière déjà plus d'1 million d'entrées sur 1052 copies. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait, je crois, plus 10% par rapport à la semaine précédente. Donc en fait, il n'est même pas en descente. Il n'est pas en chute du tout. Il est en augmentation semaine après semaine. C'est incroyable. Ce qui est juste monstrueux. En fait, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Et il va dépasser La Famille Bélier, qui lui avait fait 7,4 millions d'entrées. Et donc, il deviendra le plus grand succès du cinéma français depuis 2014, en dépassant La Famille Bélier. Il a le potentiel, et c'est sûr et certain, d'atteindre les 10 millions d'entrées et de les dépasser, et donc vraiment d'asseoir son statut d'énorme succès en France, voilà, pour le film d'Artus, que je vous conseille. J'en avais fait une reco la semaine dernière.
Évidemment, ça pète pas que l'eau son cul et ça se veut pas un film d'auteur, etc. Bien C'est sûr. une comédie, mais c'est une comédie rythmée, bien écrite, drôle, franche et honnête, je trouve. Donc ça fait du bien et ça explique son succès. Voilà. Oui, mais pourquoi c'est drôle? Pourquoi c'est drôle? Je sais pas, je peux pas dire la phrase parce que voilà, c'est vulgaire, mais c'est drôle. Voilà, ceux qui ont la ref ont la ref. Bon, avec un mouton. Ah, mouton, mouton. Parce qu'il y a des moutons dans le film. Voilà. Bon. Avec un chapeau, c'est plus drôle. Et ben ça c'est fait. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le box-office des films américains, quoi? Je ne sais pas. Faudra Je ne qu'on sais en pas, parle, mais un en de ces tout cas, peut-être qu'il faut qu'il demande conseil à Artus. C'est fou. Peut-être lui qui a la clé. C'est fou. C'est peut-être lui qui sait. D'ailleurs, peut-être un jour un remake de Un petit truc en plus aux États-Unis. C'est même pas un jour, c'est sûr et certain. Puisqu'ils adorent faire ça. Ils avaient remaké Intouchable. Ils avaient pas remaké Bienvenue chez les Ch'tis. Il y avait des mais pourparlers ils avaient voulu. avec Will Smith. Avec Will Smith et tout, ils avaient voulu. Ils ont pas remaké non plus. Ils ont remaké La Famille Bélier pour le coup. Ils ont remaké, qui a eu un Oscar. Kodak a eu un Oscar sur Apple. Quel hold-up de l'espace de filer un Oscar pour Kodak est sympathique, mais c'est pas du tout un film qui mérite un Oscar. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ça pourrait faire un sujet aussi, ces films français remakés. Carrément. Il y en a plein. Le Dîner de con a été remaké. 3 hommes et un couffin. 3 hommes et un couffin. Ouais, non, il y a plein de films français. Carrément. L'un des meilleurs remakes américains, si ce n'est le meilleur remake américain, c'est True Lies de James Cameron, qui est un remake de La Totale avec Thierry Lhermitte et Miu quand même. Moi, quand on m'avait dit ça gamin, c'était mes parents qui m'avaient dit bah c'est un remake de. Ah ouais, d'accord, c'est ça. T'sais. Et je fais putain, c'est James Cameron avec Schwarzy a remaké La Totale. Et c'est génial. Le saviez-vous? Avatar est un remake des Schtroumpfs. Très bien. Écoute, je pense que c'est le moment de passer à notre gros sujet de la semaine qu'on a décidé de dédier à quelque chose. Quelque chose qui est en fait l'intelligence artificielle et ce qu'elle pourrait être amenée à créer en fait dans le futur de l'entertainment industry, c'est-à-dire est-ce que Hollywood va pas se faire un peu supplanter par certaines boîtes d'intelligence artificielle qui ont très envie de disrupter tout ça. Pourquoi on vous en parle? Parce que cette semaine, il y a eu une news de la part du Hollywood Reporter qui nous a parlé d'une application qui s'appelle Showrunner et qui est créée par une boîte d'IA qui s'appelle Fable et qui avait créé l'an dernier des clips générés par intelligence artificielle de South Park. C'était pile pendant le moment des grèves justement qui était anti-IA, etc. Et en fait c'est une plateforme de streaming qui permettra à terme, parce qu'elle n'est pas encore disponible, les gens peuvent s'inscrire à la bêta prochainement, qui permettra en fait aux utilisateurs de créer leur propre contenu à partir de prompts que eux-mêmes vont générer, et donc ensuite leur moteur d'intelligence artificielle va créer les scènes en question et les épisodes au fur et à mesure dans des formats d'animation. À l'heure actuelle, ils ne sont pas capables de faire de l'image live action, mais donc c'est un peu de ça qu'on voulait parler, parce que si on en est là déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur de l'industrie du divertissement et pour le streaming en général, pour les plateformes? Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir du potentiel et est-ce qu'on y croit à ce genre de truc? Bah, c'est un peu la série dont vous êtes le héros, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais jusqu'où est-ce que ce sera contrôlé? Est-ce que tu vois, il y a plein de questions. C'est le titre de l'article, c'est le cauchemar d'Hollywood. Bon, c'est évidemment alarmant. Bien sûr. Et c'est fait pour faire cliquer aussi, hein, on va pas se mentir. Mais c'est intéressant comme tout de suite de mettre ça en avant. Est-ce que Hollywood va en pâtir? Je pense pas. Je pense pas, parce qu'en fait, Hollywood va s'en servir. Moi je vois ça comme peut-être des moyens de communication pour Hollywood. Je vois ça comme quelque chose qui pourra peut-être inspirer des potentiels créatifs, que ce soit des scénaristes, que ce soit des designers, des dessinateurs, tu vois, des gens qui bossent, tu vois, dans la motion capture, qui bossent dans plein de trucs en fait, qui vont se dire peut-être que c'est comme l'outil qu'utilisent les gros studios de prévisualisation. Tu pourras peut-être l'utiliser pour ça, en fait, ce truc-là. En se disant tiens, je mets un prompt, mon histoire elle est comme ça, est-ce que ça va marcher si je l'utilise de telle manière, si j'écris mon scénario de telle manière, qu'est-ce que ça donne à l'écran?
ça peut me donner un brouillon en fait d'un truc que je veux faire ensuite en live action, etc. Quoi. Je sais pas, il y a plein de questions qui se posent. Je pense que faut pas oublier que le public est flemmard de base. On croit en fait que les gens aiment mettre la main à la pâte, pas du tout. Non. Je pense qu'ils aiment bien mais nous-mêmes, enfin, on est concernés tous les deux aussi. On aime bien quand on nous sert les choses sur un plateau. Plutôt que d'aller sur le chat GPT d'Hollywood et de taper notre scénario. Ça fera marrer, moi ça me fera marrer de le faire de temps en temps, et ça servira, je pense, à des aspirants et des futurs, tu vois, professionnels du milieu, ou ceux qui veulent travailler dans le milieu, mais pour le grand public, je vois pas le risque. En fait, je ne vois pas le potentiel du truc en dehors d'une simple envie de curiosité, de se dire attends, jusqu'à quel point je peux pousser le machin, et qu'est-ce qu'il est capable de me produire. Un peu dans les premiers temps où les gens ont découvert ChatGPT et se sont amusés à faire des streams où j'ai vu Adrien Méniel faire ça, où il essayait de lui faire sortir des blagues, tu vois. Et c'est forcément au début, c'était drôle parce que c'était nul, tu vois. Et donc il y a ce truc-là. Je pense que ça va marcher sans doute au début en mode tiens, je vais juste m'amuser avec pendant la phase de bêta, voir à quoi ça ressemble, mais je pense pas que ça soit quelque chose qui soit amené à devenir répandu. Non, après, moi ça me gêne moins ce genre d'outils d'IA. Encore une fois, par contre, un peu sur le côté, mais ça me fait flipper, ça me fascine à quel point tout ça va très très vite. Quand même. Oui, j'ai l'impression que je me suis réveillé ce matin. Non, mais vraiment, j'ai l'impression, non, pas ce matin, mais il y a un an. Et d'un coup, l'IA est dans nos vies, mais c'est genre, on n'a pas vu venir, quoi. Je sais pas, ça te fait pas ça, toi? En fait, c'est dingue parce que moi, je me souviens très spécifiquement d'un moment où on en parlait au boulot et tout le monde disait « Ah non, mais jamais », tu vois. Et puis, 6 mois plus tard, c'était déjà partout, tu vois. Ouais, et ça c'est... Et c'est ancré, c'est bon. C'est assez badant. Dans tous les boulots. Hein. Mais en fait, pour tous les boulots, on va dire, un peu tertiaires, oui, bien sûr. Mais ce qui est assez hallucinant aussi, moi ce qui m'hallucine, et pour jouer un petit peu avec de temps en temps, ce qui m'hallucine, c'est parfois la qualité des réponses. Évidemment. Alors, moi il y a un truc dans lequel je démordrai pas, c'est... tu peux... En fait, ChatGPT est très capable pour faire semblant d'un truc. Mais par contre, quand t'as besoin de lui faire cracher du vrai, parfois il a du mal. Genre, souvent en fait, tu te rends compte qu'il a pas forcément les bonnes infos. Si tu connais rien sur un sujet, ça passe comme une lettre à la poste. Mais par contre, si t'es expert sur un sujet et que tu lui demandes ça, tu vois très bien les erreurs. Donc c'est le genre de truc auquel il faut faire très attention. Et moi, je trouve que pour la créativité particulièrement, ChatGPT est très en retard. Pour le moment. En fait, le truc, complètement. Et on sait pas ce qu'on lui demande. Hein. Ah non, non. On lui demande un peu, mais c'est pas exactement ça. Par contre, moi, je m'amuse avec ça, justement, pour voir. Ouais. Et ça me permet de comprendre. L'outil dont on parle, de création de script et d'animer, en fait, à partir de prompt, là, c'est la créativité de l'internaute, de celui qui l'utilise, qui est en jeu. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que je me dis, c'est comme n'importe quel outil. Tu files un crayon et Bien sûr. Enfin, tu vois... et une feuille de papier à quelqu'un, s'il est créatif, il te fera un truc super, s'il l'est pas, il te fera un truc naze, et c'est la même chose en fait avec cet outil, quoi. Bien sûr. Donc ça peut aider des gens, ça peut aider, tu vois, voilà, à développer leur créativité, un petit peu comme Lego, on développe ta créativité, c'est ça, je crois. Mais à part ça, je vois pas le danger, tant que ça reste quelque chose qui n'est pas utilisé par Hollywood de façon dégueulasse. Parce que c'est un truc dont j'ai pas parlé encore sur cette news, mais il y a une envie de la part de Fable, donc le studio qui gère Showrunner, d'instrumentaliser en fait la créativité des internautes, dans le sens où en fait il y aura des espèces de concours pour que les gens aient envie de créer là-dedans, et les gagnants entre guillemets pourraient gagner de l'argent avec ces trucs-là, notamment par exemple si jamais leurs productions sont vendues à des vraies plateformes de streaming.
ils auraient des chèques résiduels, etc. Donc il y a une envie directe d'aller imbriquer ces productions-là et aller les vendre en fait à un streamer. Et quand tu vois les déclarations de certains grands pontes de Hollywood dire que la problématique qu'on a à l'heure actuelle avec les films de nos jours, c'est le prix qu'ils coûtent, tu comprends tout de suite qu'ils sont très intéressés par l'intelligence artificielle. Bien sûr. Donc, moi je pense, en fait, encore une fois, là on est dans la phase complètement Far West de l'IA, puisque en fait ça va trop vite pour que le législateur fasse quoi que ce soit. Donc évidemment, les gens font tout et n'importe quoi, parce que c'est le grand apanage des start-upers, c'est on disrupte et ensuite on voit. Et là c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils se heurtent parfois, comme on en a parlé la semaine dernière, entre OpenAI et Scarlett Johansson, à des gens qui s'y opposent. Mais pour l'instant, dans la grande globalité, c'est l'autoroute du kiff pour eux pour l'instant. Ouais, bien sûr. Donc oui, ça rappelle les premières heures d'Internet. Complètement. Je suis assez persuadé que ça va être très encadré à partir d'un certain stade. Peut-être pas forcément aux États-Unis, mais peut-être du côté de l'Europe. Peut-être même plus en Europe. Probablement. Parce que il y a aussi des problématiques hein, d'un point de vue média. Pour l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il y aura une vraie lutte aussi avec Google. Ah bah c'est évident. L'hégémonie de Google est remise en question, je pense. Je sais pas, je fais un peu le... C'est pas forcément vrai, hein, mais c'est juste, je sais pas, il y a un truc où l'IA en fait peut empiéter sur leur plate-bande et ça peut les emmerder quoi. Ouais. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, c'est le Far West, c'est l'autoroute, on sait pas qui fait quoi, comment, pourquoi. Mais c'est surtout, en fait, c'est le comment qui est très gênant. La monétisation, le tout. Ouais. Et puis c'est surtout que c'est potentiellement aussi une nouvelle catastrophe écologique qui est en train de se jouer avec l'intelligence artificielle qui a besoin d'énormément de puissance pour tourner. Donc si demain on est 7 milliards à utiliser tous les jours, tout le temps de l'intelligence artificielle, on est où quoi? Donc sachant qu'on est déjà pas très bien barré, mais bon, tout ça pour dire on n'a pas de planète B hein. Ouais, tout ça pour dire que ça me paraît très gadgetique. Ça me paraît être très un joujou, mais attention, parce que c'est comme ça qu'on te fait intégrer des trucs. Oui, ça peut être le début de quelque chose. Et que tu peux plus t'en passer. Je sais pas si t'as vu aussi, par exemple, des clips sortis de My Little Pony où il y a du doublage en fait qui est fait par IA. Et en fait, comparé à du doublage qui est vraiment fait par des doubleurs, et en fait, tu vois la différence de ouf, mais les gens s'en rendent pas compte. Mais non. Si t'es un gamin, tu vois My Little Pony, tu te rends pas compte du truc, quoi. Évidemment, il y a des intonations qui sont beaucoup plus cool et intéressantes avec des vrais doubleurs, quoi. Mais l'IA te le fait aussi. En l'écoutant, tu fais. Alors, c'est juste que c'est mal joué, mais techniquement, c'est ok. Donc pourquoi pas en fait. Donc en fait ça peut passer et puis au fur et à mesure ça passe. Faut pas aussi oublier qu'il y a un certain nombre de spectateurs qui se contentent aussi de la médiocrité parce que c'est gratos ou parce que c'est pas cher. Ouais, tout à fait. Donc, non, mais évidemment. Ça, ce qui me fait peur, c'est Sora aussi un petit peu. La vidéo générée par prompt aussi. Donc Sora, c'est OpenAI, hein, Sora aussi. Ouais. Qui, je sais pas si vous avez sûrement vu passer cette vue pas aérienne, mais juste un petit peu au-dessus de deux personnes qui marchent dans une rue de Tokyo. Avec les cerisiers en fleurs et franchement si tu connais pas la ville parce qu'en fait tu peux repérer que certains bâtiments n'ont rien à foutre là et que la neige tombe peut-être un peu bizarrement mais sinon c'est ultra bien fait et, et tout ça c'est fait par prompt. Ça me fait plus peur parce que il y aura des séquences entières générées comme ça avec des outils du genre, pas forcément cet outil là mais des outils du genre dans des séries, dans des films. C'est déjà un peu le cas. Il commence à tremper le doigt un petit peu, à tremper le doigt de pied un petit peu là-dedans pour voir si ça passe. Et comme tu l'as dit, beaucoup de gens, d'une, se contentent de la médiocrité, deux, n'ont pas forcément le regard aussi pour capter ça. Bah bien sûr. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas accepter ça. Et nous, on acceptera ça parce que faut bien vivre avec ces trucs-là, quoi. Donc, mais la problématique, moi, elle est pas tant d'un point de vue du divertissement que d'un point de vue de l'information. Parce que les réseaux sociaux ont fait émerger énormément une ère de désinformation
avec la photo, mais parfois la vidéo. Alors t'imagines maintenant si les désinformateurs du monde entier ont accès à des outils de vidéo par intelligence artificielle, bon, on n'a pas fini, quoi. Non, c'est Donc, très compliqué. Il y a beaucoup de problématiques éthiques derrière tout ça, et c'est vrai que moi je suis toujours un peu gêné de voir qu'on se pose pas ces questions-là avant de laisser faire, quoi. Ouais. Donc, je suis entièrement d'accord. Donc bon. Bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Ouais, bien sûr. Twitch, YouTube, Spotify, Apple, podcast, ça nous intéresse, etc. bien ça entendu. nous intéresse beaucoup. Et mais c'est un truc qui reviendra forcément dans l'émission d'ici quelques temps, en tout cas pas forcément ce sujet-là. C'est le gros truc, de toute façon. Mais pas forcément cet outil-là, mais voilà, le sujet justement de l'IA à Hollywood et dans les séries. Bah voilà, est-ce que vous êtes déjà utilisateur d'intelligence artificielle? À quel degré dans votre quotidien? Est-ce que ce genre d'outil-là, ça vous intéresserait pour, entre guillemets, remplacer Netflix? Voilà, ça nous intéresse de voir à quel point cette tendance-là a déjà pénétré le marché, quoi. Carrément. Voilà pour Hollywood Nightmare. Très bien, c'est l'heure du radar des sorties avec un petit peu plus de choix cette semaine que la semaine dernière. Je vous propose, alors je sais pas si ça intéressera grand monde, mais je vous le dis, Bad Boys Ride or Die le 5 juin, c'est le 4e épisode de Bad Boys de mémoire avec Martin Lawrence et Will Smith ainsi que Vanessa Hudgens. Cette fois-ci, les meilleurs flics de Miami deviennent les hommes les plus recherchés d'Amérique. Et si ça donne pas envie d'aller au cinéma, non c'est faux. Pour le streaming, je vous propose la saison 3 de Mayor of Kingstown, la saison 3 qui arrive le 3 juin, donc aujourd'hui à l'heure où on enregistre ce podcast sur Paramount+, avec un épisode par semaine. C'est le retour de Jeremy Renner devant la caméra, parce que ça a été tourné en janvier dernier. Ouais. Sur Netflix, cette semaine, je vous propose Sous la Seine, un film de Xavier Gence avec Bérénice Bejo. Été 2024, Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Sophia, brillante scientifique, est alertée par Mika, une jeune activiste dévouée à l'écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Elles n'ont d'autre choix que de faire équipe avec Adil, commandant de la police fluviale, pour éviter un bain de sang au cœur de la ville. Et alors là, incroyable. C'est un petit peu d'actu ? Un tout petit peu. Parce que là, au moment où on enregistre, on ne sait pas si Hidalgo et Macron vont se jeter dans la Seine pour se baigner, mais on a hâte de savoir. Moi, j'ai très hâte de voir si la mission caca va fonctionner. Mais il y a déjà, mais je sais pas si t'as vu, en fait, il y a déjà plus ou moins une mission caca parce qu'il y a eu des déchets déversés dans la Seine, de l'eau sale en fait. Voilà, bon, bref. C'est magnifique. Voilà donc pour Sous la Seine. Peut-être un petit peu plus intéressant, Star Wars The Acolyte sur Disney+, le 5 juin, avec les 2 premiers épisodes. C'est une série showrunnée par Leslie Headland. Alors que l'Ordre Jedi est à son apogée et que la prospérité règne dans la Haute République, plusieurs crimes mystérieux sont perpétrés. Un maître Jedi respecté va mener une enquête qui va l'opposer à une dangereuse guerrière issue de son passé, avec Amandla Stenberg, Daphne Keane, Carrie-Anne Moss et Lee Jung-jae. Le 5 juin, donc. On en parlera. Ouais. Le 6 juin sur Netflix, je vous propose la saison 3 et la dernière saison de Sweet Tooth, dont tu parlais tout à l'heure d'ailleurs. Damaged sur Prime le 7 juin avec Samuel L. Jackson et Vincent Cassel, un détective de Chicago part enquêter en Écosse sur un tueur en série, a annoncé la presse américaine. 5 ans plus tôt, il avait entamé des recherches correspondant à cet assassin qui avait donné la mort à la petite amie du détective. Toujours le 7 juin, l'arrivée du dernier film d'animation Disney dans le catalogue de Canal+, pour quelques semaines, Wish, Achat et La Bonne Étoile, dont on n'avait pas entendu beaucoup de bien d'ailleurs au moment de sa sortie. Et toujours le 7 juin, cette fois sur Disney+, pour terminer, je vous propose la série Becoming Karl Lagerfeld, avec Daniel Brühl et Alex Lutz. Mode, passion et trahison, découvrez comment Karl est devenu Lagerfeld. Voilà pour les sorties de cette semaine. Voilà, non, j'oserais pas.
pour être très honnête. C'est l'heure des recos. Adrien, tu commences avec Sugar sur Apple TV+. Ouais, belle surprise, Sugar avec Colin Farrell. J'ai regardé ça un petit peu, voilà, sans trop savoir à quoi m'attendre. C'est excellent. C'est l'histoire d'un détective privé à Los Angeles qui doit enquêter sur la disparition de la petite fille d'un producteur de renom d'Hollywood. Et c'est une série qui te met tout de suite dans l'ambiance film noir, un peu polar, etc. Pour plusieurs raisons. La première, c'est le charisme incroyable de Colin Farrell, qui est en costard cravate, qui est super charismatique, beau gosse, etc. Qui a une façon de parler, une façon de marcher qui est vraiment super travaillée et qui est excellente, qui rappelle justement ces films un peu à la Humphrey Bogart, Sam Spade, etc. C'est aussi une série extrêmement bien réalisée avec une photo de folie, un montage incroyable où il y a, je vais vous donner des exemples, mais il y a beaucoup de montages parallèles et j'adore ça. C'est super dur en série, et même en film aussi, hein, de faire des montages parallèles. Mais alors, par exemple, quand il va interroger un suspect et il va faire la même chose avec un autre suspect, on a un montage parallèle où quand il pose une question à l'un, en fait, l'autre donne une réponse, mais qui est très logique par rapport à la question qu'il a posée au suspect A. Et même si c'est la réponse du suspect B, ça fonctionne quand même. Et en fait, t'avances avec 3 personnages en tout. Donc, Colin Farrell, donc John Sugar, et les 2 suspects. Et ça fonctionne en fait. Ça fonctionne très très bien. Donc, c'est une série de montage qui fonctionne extrêmement bien. Okay. La réal est folle. L'histoire est super, te tient tout de suite. Et en fait, la série et les épisodes sont entrecoupés par un peu de façon pas épileptique quand même, mais en fait c'est très court et c'est toujours lancé très très vite, des extraits de grands films noirs en fait. Donc on aura justement des films avec Humphrey Bogart, on aura des films où on a La Nuit du Chasseur avec Robert Mitchum, etc. pour montrer à quel point le personnage en fait est peut-être un détective privé comme ces mecs-là. Je me rends compte en faisant la critique que je n'ai pas du tout dit quelque chose, c'est que le personnage principal est cinéphile. Il est extrêmement cinéphile. Et donc en fait, il y a la question qui se pose dans la série de savoir est-ce qu'on ne devient pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on se forge pas une personnalité en étant cinéphile, en regardant des films? Est-ce qu'on justement plaque pas justement tous ces films-là en nous? Et donc, on devient, entre guillemets, tu vois, un peu un Bogart, on devient, entre guillemets, un petit peu ces personnages qu'on voit à travers l'écran. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, il y a un côté un peu le cinéma déteint sur nous, quoi. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, il est détective privé jusqu'au bout des ongles, tu vois, parce qu'en fait, il en a vu tellement, il est tellement cinéphile que voilà, ça transpire en fait de lui. Donc la série est super, elle est en 8 épisodes, et à un moment, je peux pas spoiler, il y a un twist qui est lunaire. Et je vais pas en dire plus. Et là, j'ai fait ah, d'accord, bon. Et pour moi, la série devient une autre série à ce moment-là. Ok. Et j'étais surpris. J'ai fait ok, ah bah d'accord, vous m'emmenez là. C'était pas prévu quoi, genre, mais vraiment. Hein. Je fais bon. Et on y va. Et j'ai fait ok. Et c'est pas mal, mais c'est plus la même série pour moi. Okay. C'est pas mal du tout et ça annonce une saison 2. Donc est-ce que la série aura de succès pour avoir une saison 2 ? Je sais pas, mais en tout cas c'est une très belle série. C'est une série aussi sur l'humain, pas mal. Parce que le personnage de John Sugar est un mec qui le dit souvent, il fait j'aime pas être violent, j'aime pas tu vois, devoir prendre une arme ou devoir taper des gens pour leur faire sortir des infos quoi. Et c'est aussi un truc sur la bonté, quoi, un petit peu de l'humain et tout, quoi. Donc c'est vraiment super, c'est une super surprise, un casting de ouf. Il y a Amy Ryan, ça va rien vous dire, mais c'était la meuf de Michael Scott dans The Office, qui est une très bonne actrice. Il y a James Cromwell, que vous connaissez tous, le grand acteur fin qui jouait dans The Artist, par exemple, qui faisait le valet de Jean Dujardin, il joue dans 1000 trucs, il joue dans Babe, c'est lui qui joue dans Babe, et voilà, bon bref. Voilà, très bonne série sur Apple, franchement maté, c'est excellent.
Ok, bah super. Alors moi, j'ai rajouté vite fait ma reco pour The Bear, et juste histoire de dire que j'ai une reco cette semaine, parce que très honnêtement, bon, vous savez déjà hein, qu'il faut aller voir cette série. Mais The Bear, ou Sur place à emporter en France. C'est horrible. T'as vu? C'est horrible. The Sur Bear, place, 2 ou à points, Sur place ou à emporter. Qui est une comédie dramatique, plus dramatique que comique d'ailleurs. Une comédie pour moi. Non, mais écoute, voilà, je vois qu'elle est catégorisée comme ça. On suit en fait un mec qui vient de restaurant étoilé, qui a fait vraiment une très très grosse carrière dans la gastronomie, qui est assez jeune, hein, qui doit avoir la trentaine, et qui débarque en fait qui reprend un restaurant qui est en fait une espèce de bouge à Chicago qui vend en fait des sandwichs, etc. Et il essaie de le remettre à flot d'un point de vue financier, mais aussi de reprendre l'équipe. Il se trouve que c'est donc l'ancien restaurant de son grand frère. Et en fait, au tout début, je vais pas vous mentir, je me suis dit, ça m'a pris à rebrousse-poil cette série. Je me suis dit, attends, mais il y a aucun personnage qui est agréable à écouter, avec lequel je peux m'identifier, parce qu'en fait, ils sont tous plus ou moins paumés à des degrés différents. Et je me suis dit, mais attends, mais lequel je vais aimer? Et en fait, ce qui est dingue avec cette série, c'est que malgré le fait qu'ils soient tous paumés et que qu'ils soient tous relativement désagréables, même le personnage principal. Hein. Je dirais même surtout le personnage principal. Ouais, peut-être, ouais. Il y a... En fait, ce qui me plaît, c'est leur équipe. C'est ce qu'ils réussissent à créer ensemble. Et plus... une nouvelle famille, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est ça. Et puis, en fait, il y a... Parce que c'est un travail de chien, en fait, ce qu'on leur demande de faire. Et tu les vois, ils kiffent tout ce qu'ils sont en train de faire, mais ils savent qu'ils sont dans une situation de merde. Et il y a une espèce d'ambiance qui se dégage de tout ça, qui fait que... au bout de 2, 3, 4 épisodes, je me suis dit, attends, mais je m'attache, là. Tu t'attaches complètement à ces personnages-là. Alors évidemment, c'est une série que j'ai pas très envie de spoiler, donc je vais pas trop vous en dire non plus. Mais c'est des épisodes qui sont assez courts. Hein. D'une manière générale, c'est plutôt une demi-heure, sauf de façon exceptionnelle. Il y a un montage évidemment qui est souvent très 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 rythmé pour justement montrer un petit peu toute la frénésie de ce qui se passe en cuisine. Mais ils sont aussi capables d'avoir des séquences où on discute et on va essayer de comprendre un petit peu mieux ces personnages-là. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ma découverte de cette série. Tu m'en parles depuis super longtemps et je suis content d'avoir enfin découvert ça. J'ai regardé du coup toute la saison 1 et les 5 premiers épisodes de la saison 2, donc la moitié de la saison 2. Okay, et donc là, t'arrives au meilleur épisode. J'arrive très très bientôt à un gros épisode. Qui est le meilleur. Des 2 saisons confondues. Et il y a d'ailleurs un épisode incroyable dans la saison 1. Ce seul épisode qui fait moins d'une demi-heure et qui fait 20 minutes et qui est... tu peux dire le gimmick. Oui, c'est un plan séquence. C'est un plan séquence, ouais. Et vraiment, il y a... En fait, bon, déjà, c'est très qualitatif à l'écran, mais je trouve que à l'écriture, c'est très malin aussi. Et j'aime beaucoup ce que deviennent les personnages, même s'ils changent pas spécialement. Mais en fait, tu apprends un petit peu à les... à te mettre à leur place et à t'identifier un petit peu et à voir un petit peu comment ils créent une dynamique. Et bon, j'ai hâte de terminer la saison 2 et de voir la saison 3, mais très franchement, précisons, c'est saison 3 qui arrive pas en même temps. Hein, non, ah oui, c'est vrai qu'on aurait pu la mettre, cette news, cette semaine, mais la saison 3 de The Bear arrive en France en VOSTFR, je crois que c'est le 27 juillet ou un truc comme ça. C'est un mois après, quasi 3 semaines, un mois après. Voilà, c'est ça. Donc c'est le 27 juin aux États-Unis sur Hulu, mais en France, en VOSTFR, ça sera un petit peu plus tard, et en VS, ça sera encore plus tard. Délai de doublage oblige. Yes. Voilà. Trop bien, je suis très content que tu aies regardé. Donc The Bear. The Bear, évidemment, Marocco, et je vais terminer cette semaine la saison 2.
Ouais, de ouf. Tu me diras T'as ce une que t'en as dernière pensé. reco pour nous, puisque tu as vu un des gros films de la fin de l'année dernière. Exactement, j'ai vu Napoléon, que j'avais raté au cinéma. Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby. Bon, bah, tout le monde en a entendu parler hein, du film de Ridley Scott, ça avait fait grand bruit l'année dernière quand il est sorti. Et par contre, les critiques étaient très mitigées, mais même le public n'était pas spécialement heureux de découvrir ce film. Et j'y suis allé parce que, bon, j'aime bien Ridley Scott, j'aime en général plutôt bien ce qu'il fait ces derniers temps, et notamment le dernier duel que j'ai trouvé incroyable, super film le dernier duel avec Adam Driver, Matt Damon et Jodie Comer. Regardez le dernier duel, c'est l'histoire du dernier duel en France. Sur Disney+, l'histoire du dernier duel en France, voilà, qui a eu lieu, l'histoire vraie, et c'est, je ne veux pas spoiler, mais voilà, regardez le dernier duel, c'est vraiment incroyable. Donc je me dis, bon, il a fait le dernier duel, qui est quand même excellent, je me lance dans Napoléon, même si j'en ai entendu pas forcément que du bien, il y a quand même des choses à sauver, quoi. Alors, c'est un film, au bout de 20 minutes, je me suis dit, c'est un film en pilote automatique, mais alors, de A à Z. Mais vraiment, je trouve que c'est un film sans âme. C'est très étrange. Le mec fait un film sur Napoléon, et c'est un film, alors, très mou du genou, sans âme, un peu désincarné, un peu genre, bon bah chérie, je vais aller en Égypte, hein. Ok. Chère Joséphine, oh là là, les Prussiens sont pas très gentils. Tu fais... Ok, là, et puis après c'est entrecoupé de quelques batailles qui sont très bien faites, hein, on va pas se mentir, c'est très joli, hein, mais vraiment c'est mou quoi, c'est lent, c'est poussif, et ça dure plus de 2 heures, 2 heures et demie je crois, et je me suis ennuyé. En fait, est-ce que je me suis ennuyé? Je sais même pas en fait, j'ai regardé ça sans déplaisir, tu vois, mais je trouve que c'est ni travaillé du côté des batailles, ni travaillé du côté de l'histoire d'amour entre Napoléon et Joséphine, qui est plutôt bien, qui est plutôt cool, tu vois, mais en fait, on a vite vu les contours, et je trouve que Phoenix en fait faussement monolithique. Il est chiant, Phoenix, en fait, je comprends pas pourquoi on aime Phoenix à ce point-là. Il est pas non plus, voilà, c'est un bon acteur, je vais pas mentir, mais c'est pas non plus, c'est pas forcément, je pense que c'était pas forcément le bon mec d'ailleurs pour Napoléon. J'ai pas compris pourquoi il était allé le chercher, honnêtement. Parce qu'il a sa tête de droupie là, puis en plus il met jamais la main dans le truc. Moi ça m'a saoulé parce que Napoléon met quand même sa main dans le truc, dans son manteau, ou alors je l'ai pas vu parce que je dormais, mais Vanessa Kirby est super, en fait. Vanessa Kirby elle est géniale, et Phoenix il est en mode oui, bon bah je vais partir en guerre parce que je suis l'empereur. Et là tu fais t'es Napoléon, putain, genre, t'es une sorte de Nicolas Sarkozy de l'époque quoi, enfin, faut y aller, quoi. Et bah, c'est vrai. Écoutez, grognard. Attendez, excusez-moi, cher grognard. Il va falloir marcher encore un petit peu, excusez-moi. Faut aller au Starlitz. Non mais voilà, et là tu fais ouais, je sais pas, j'aurais aimé un truc plus nerveux quoi. Et même la version avec clavier, elle est super. Non mais c'est vrai. Mais bon, et donc voilà. Oui, la comparaison entre Sarkozy et Napoléon. Quelle indignité. Oui, voilà, c'est la péricine. Et donc voilà. Non, mais bref, je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas. Bon, bah, je merci de nous le déconseiller en tout cas. Mais je sais pas, mais voilà. Du coup, ça t'a donné envie évidemment de voir la version longue. Alors oui, mais j'ai même pas attendu. J'aurais dû peut-être l'attendre, mais elle est toujours pas tombée sur Apple. Et là, je l'ai vu sur Canal, donc je me suis dit allez, c'est l'occasion. Je sais pas ce qu'ils foutent avec cette version longue. Je suis même pas sûr qu'ils aient envie de la faire. Je suis pas sûr qu'ils donc voilà. Mais je lis dans le chat la relation Napoléon-Joséphine est pour le coup Superman exploité, on est d'accord, et malheureusement c'est le cœur du film. On oublie tout élément historique ou géopolitique, mais complètement. En fait, c'est t'as tous les morceaux du puzzle, tu vois. Mais en fait, rien n'est bien agencé, rien n'est bien lié, etc. C'est bizarre en fait comme film, quoi. Vraiment, c'est très propre, un côté bataille. Franchement, c'est très cool. Mais l'histoire d'amour, pareil, t'as envie de dire, mais en fait, fais que ça, limite. Fais que l'histoire d'amour, mais fais-le bien, mais il le fait mal aussi. En fait, tout est ok. C'est ok. Non, mais tu vois, c'est pas, c'est juste avec clavier, tu vois. Mais c'est juste pas ouf, quoi. Voilà. Ok. Bah écoute. Ok. Très bien. Bah écoute. Donc on a 2 très bonnes recos et une. Ouais. Voilà. Il restera pas du tout dans l'histoire. Enfin, le film. C'est le cas de le dire. Très bien. Bah écoute, voilà qui termine notre épisode 50 déjà de Pop News. Ouais. Oh là, quand on s'est lancé dans cette aventure, nous étions jeunes, Adrien. T'es comme ça, je t'ai connu, t'étais ouais, non, ça, mais c'est pas possible. C'est long vieilli, on prend l'expérience, la sagesse, c'est beau. Bon,
Il vous reste une chose à faire, si vous aimez cette émission et que vous essayez de la soutenir comme vous voulez, le petit like partout où vous nous voyez, les commentaires partout où vous nous voyez pour les algorithmes, vous savez qu'ils adorent ça, et puis abonnez-vous, hein, bien entendu, si ce n'est pas encore fait, les petites étoiles sur les plateformes de podcast, ça aide vraiment, et puis venez nous voir aussi sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, en live les lundis à 20h30, ça nous fera plaisir aussi de vous avoir en direct. Et puis je crois que j'ai tout dit, rejoignez-nous sur Discord et sur notre page Ko-fi pour nous soutenir financièrement si vous en avez l'occasion. Ça nous fait évidemment très chaud au cœur et merci à nos soutiens. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 51. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut à tous.